Bonjour à tous. Voilà. Alors, c'est vrai que les rangs sont un tout petit peu plus clairsemés à l'heure du déjeuner, mais merci à ceux qui sont restés ou à ceux qui nous rejoignent pour cette live session sur les réseaux féminins avec une grande question, comment capitaliser? Comment capitaliser sur les réseaux féminins? J'ai l'honneur, la chance de pouvoir accueillir Blandine Langlois, qui est DRH pour le groupe Les Échos et Le Parisien, pour les deux marques. Anne-Pierre Guignard, Bonjour. bonjour, qui est présidente de Women for Cyber, les femmes pour la cybersécurité. Muriel Leclerc, qui est, bonjour, qui est, sauf erreur de ma part, directrice de la stratégie et de la transformation de la BRED. Christine, qui nous rejoint un peu tard, mais qui est là, Christine Natchadjian, qui est auteure, coach, qui a écrit un livre, Leadership Revolution. Vous avez avancé l'atelier quand même. Odile Renard, bonjour Odile, qui est DRH France pour Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Et Géraldine Valenti, qui est DRH également, je crois, chez... Non, pas DRH, mais... Chez Amazon, non? Voilà, je suis chez Amazon, mais je ne suis pas DRH. Bon, c'est pas grave, vous restez quand même, c'est le principal. Si vous le voulez bien, on va démarrer avec Blandine, qui travaille pour une entreprise très spécifique, puisqu'il s'agit d'une entreprise de presse avec deux grands journaux, Les Échos, pour lesquels j'ai eu la chance de travailler plusieurs années, en début et en fin de carrière de journaliste, Les Échos et Le Parisien. Vous êtes depuis plusieurs années très au fait des questions de parité au sein de ce groupe. Les Échos ont réussi à avoir, grâce à un accord qui est passé en 2019, je crois, désormais quasiment la parité dans le management. Et Le Parisien, c'était à partir de 2020, et vous avez entrepris une conversion, si je puis dire, plus originale à travers des réseaux de femmes. Oui. Je vous laisse nous en parler. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Alors, côté Écho, c'est effectivement une longue histoire, puisque ça a démarré il y a 10 ans, en 2013. Et ça a démarré avec un collectif, en l'occurrence de femmes auxquelles il faut rendre hommage, et des journalistes qui ont fait, à un moment donné de leur vie, une grève des signatures. Donc ça a été assez marquant en fait dans notre histoire. Comme elles sont plus nombreuses, ça se voyait bien. Ça s'est vu. Donc en fait, je peux dire que dans notre histoire de groupe, on est passé finalement de collectifs de femmes qui ont ouvert la voie à aujourd'hui un réseau aux Parisiens. Donc effectivement, comme vous le soulignez, Martine, on a signé un accord aux Échos en 2013, qui a été renouvelé en 2016, et il y a eu un avenant en 2019. Donc il faut être persévérante sur ces sujets et aussi avoir toujours beaucoup de vigilance. Alors ce qui s'est passé aux Parisiens, c'est un tout petit peu plus récent, mais finalement c'est un peu le même démarrage. C'est toujours intéressant de le rappeler. C'est 2017, c'est un petit peu avant 2020. 2017, une nomination aux Parisiens et essentiellement des candidatures d'hommes et une nomination d'hommes. Donc là, on a 70 femmes qui se sont mobilisées au sein de la rédaction, au sein d'un collectif, et qui ont alerté en disant voilà, il faut que ça bouge et que ça évolue. Donc en 2018, on a fait intervenir un cabinet pour un audit qui a mis en évidence un certain nombre de plans d'action à mettre en place, en tout cas des points de vigilance. Ça a donné lieu à un certain nombre de plans d'action et notamment l'élaboration d'une charte de la parité qui a été élaborée avec des femmes et des hommes, dont on a une représentante ici, Marie-Christine, qui interviendra sur la prochaine table ronde, avec aussi l'appui d'Isabelle au niveau des ressources humaines. Et là, dans cette charte, il y avait à la fois un volet éditorial et à la fois un volet ressources humaines, avec des objectifs chiffrés. Parce qu'on le dit souvent, mais il y a les intentions et puis il y a aussi l'importance des objectifs qu'on se fixe et qu'on peut mesurer.
Et donc, dans ces plans d'action, il y a eu l'élaboration en fait, d'un certain nombre de formations qui s'adressaient aux femmes, de formations leadership au féminin. Et c'est de là qu'a émergé l'idée de réseau, puisqu'en fait, les femmes qui ont été formées à cette occasion-là nous ont dit, finalement, ça serait une bonne idée de promouvoir une forme d'esprit de promotion. Une sorte d'alumni, en fait. Voilà, de se réunir, de sorte d'alumni. Et à partir de là, donc, on a commencé à animer des réseaux de femmes, donc elles sont une vingtaine aujourd'hui, avec un certain nombre de rendez-vous, des petits déjeuners, des formations, puisqu'il y a toujours des promotions de femmes que l'on forme au leadership au féminin. Et puis aujourd'hui, quelque chose peut-être d'un petit peu plus atypique, qui est du co-développement. Et ça, c'est une initiative qui a été prise au niveau des ressources humaines avec une personne, donc Isabelle, que je recite à nouveau, qui a été formée dans l'équipe au co-développement et qui anime des groupes de femmes sur des sujets divers et variés. Et voilà, et donc il y a aussi eu, et ça sera l'objet de la prochaine table ronde, puisque le sujet ici, c'est comment capitaliser. Alors notre façon de capitaliser aussi, ça a été de mettre en place ce qu'on a appelé les mardis du Parisien, où on invite, et ce sont les journalistes du réseau des femmes qui trouvent des invités, des rôles modèles. Donc on en est à notre 5e, je crois, table ronde. Et ces tables rondes sont animées par les journalistes de ce réseau, qui ont l'habitude évidemment de faire des interviews dans la presse écrite, mais peut-être un petit peu moins en présence de public, puisque ces interviews ont lieu dans un espace qui est ouvert, bien sûr, aux femmes et aux hommes de ce groupe, et qui ont lieu une fois par mois. Et qui est présent ici sur les assises de la parité. Se déplace aujourd'hui sur les assises. Ils ont fait l'amitié de venir jusqu'à nous. Merci infiniment. Marie-Pierre. Anne-Pierre. Vous êtes la présidente Alors moi, je ne suis pas la du présidente, Chapter France, mais je suis au conseil d'administration en fait, de Women for Cyber. C'est une fondation européenne. Alors c'est une fondation européenne, tout à fait. Il y a 15 chapitres dans différents pays. Et donc nous, on a lancé le chapitre français fin 2021, devant un constat qui est aujourd'hui dans la cyber à peu près à 11% de femmes. Et quand je dis 11, j'arrondis. Donc c'est vraiment, on est vraiment loin de la parité. Si on regarde les chiffres dans les écoles d'ingénieurs, on est à moins de 10%. Donc voilà, il y a vraiment du travail à faire. Et en même temps, on voit ce marché de la cybersécurité qui explose. On sait que les potentiels en fait, d'emploi sont multiples. Il y a beaucoup de métiers. Et donc voilà, nous, en tant que réseau, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a voulu aussi lancer ce Chapter France. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, pour aider? Alors, notre objectif, il est double. Il est déjà aider en fait, les femmes à travailler dans la cybersécurité, à rejoindre la cybersécurité, à évoluer en fait, dans ce secteur-là, aider les plus jeunes, que ce soit au niveau à la fois des lycées, mais aussi celles qui sont déjà en école, s'assurer que non seulement elles rentrent dans une école d'ingénieur, mais elles sortent aussi pour aller sur ces métiers-là. Donc comment on va aider avec des initiatives comme du mentorat. On travaille beaucoup avec des rôles modèles, à la fois mettre en avant des étudiants qui sont aussi des rôles modèles pour d'autres plus jeunes, des femmes qui sont dans la cybersécurité, d'autres qui peuvent voir une reconversion dans la cybersécurité. Donc voilà, donc on essaye d'agir sur différents plans. Et aussi, on travaille avec, on a parlé un peu des écoles, mais on travaille aussi avec les écoles et avec des entreprises et l'écosystème pour aller les aider à davantage intégrer de femmes, recruter des femmes. C'est pas facile, ils viennent nous voir, on est sur beaucoup de salons, beaucoup d'événements, en disant mais est-ce que vous pouvez nous aider, comment on peut faire pour et peut-être choisir les maths qui sont devenues optionnelles dans ce pays à partir du lycée. Pas que les maths, même dans les écoles d'ingénieurs, parfois les jeunes filles commencent avec cette idée de partir sur la cyber, et puis on a un gros travail, alors pas que notre association, mais la cyber, c'est pas que des geeks avec des suites à capuche, en fait. C'est quand même malheureusement beaucoup encore cette image-là. Et on est loin de ça. Il y a tous les métiers, il y a des commerciaux, il y a du marketing. Et dans les ingénieurs, il y a différents postes qui accompagnent les clients, accompagnent cette transformation digitale qui est partout. Voilà, comment sécuriser davantage, donc du juridique. Donc il y a vraiment beaucoup de métiers.
et des RH. On parlait de RH, bien sûr, il y a aussi besoin de RH. Donc, il y a tous ces métiers-là. Il n'y a pas que quelqu'un qui serait avec un sweat à capuche et qui ferait on va dire, faire du hack, comme on peut dire Donc, dans le jargon. éduquer, évangéliser très, très en Et amont. puis, Je rappelle d'ailleurs que sur Vivatech, la Première ministre, avec Isabelle Rome, a annoncé un programme important de l'État pour former 10 000 femmes dans la technologie. 10 000, c'est assez remarquable comme programme, et tant mieux que la France se dote de ce type de choses. Est-ce que, Muriel, vous êtes donc directrice de la stratégie et de la transformation de la BRED, ce qui est déjà pas rien, mais comme vous avez quelques heures perdues probablement, vous êtes coprésidente de BRED Pluriel, après avoir participé au réseau Femmes Win de Natixis. Et BRED Pluriel va fêter cette année ses 10 ans. Alors, que fait BRED Pluriel pour les femmes dans l'entreprise? On va pouvoir fêter ensemble nos 10 ans. J'ai compris aussi que vous étiez sur le même tempo. Alors, BRED Pluriel. Donc, dès le départ, en fait, l'association a pris le parti d'ouvrir le réseau non pas uniquement aux femmes, mais également aux hommes. Donc, on est un réseau, on va dire, mixte. Le micro ne marche pas, là, visiblement. Marche pas bien? Si, pourtant, j'ai Si, l'impression de ça va. m'entendre. Faut peut-être que je le mette un peu plus près. Ok. Donc c'est un réseau qui est ouvert à la fois aux femmes et aux hommes, puisque nous, le sujet qui nous tient à cœur, c'est la diversité et la mixité au sein de notre entreprise. Donc aujourd'hui, on a à peu près 260 adhérents, et dans les adhérents, on a à peu près 190 femmes et 70 hommes, donc plutôt pas mal. On est parti du principe que les hommes aussi font partie prenante. De toute façon, dans une entreprise ou dans la société, il y a des hommes et des femmes, on travaille ensemble. Et le fait d'avoir des hommes aussi permet de faire prendre conscience aux hommes aussi de cette nécessité d'être là à côté des femmes et de les accompagner. Donc on a plusieurs actions au sein de BRED Pluriel. On a des ateliers. Donc on a plusieurs types d'ateliers. Ça peut être sur le leadership au féminin, ça peut être aussi sur la prise de parole, sur comment s'habiller ou comment pitcher en 3 minutes. Enfin voilà, plusieurs types d'ateliers. On organise à peu près une dizaine d'ateliers dans l'année que l'on ouvre à tous nos adhérents. On a lancé également un programme de mentor-mentoré. Cette année, on a à peu près 10 binômes. Et là, moi, il y a quelque chose parce que j'ai vu l'évolution, hein, j'étais aussi présidente de Win Americas, parce que j'étais pendant 3 ans aux États-Unis chez Natixis. Et c'est vrai que dans le mentor-mentoré, on voyait souvent plutôt des positions d'hommes, cadres dirigeants qui mentoraient des jeunes femmes. Et bien là, chez BRED Pluriel, on a maintenant des femmes qui sont cadres ou cadres dirigeants et qui mentorent des jeunes hommes. Donc je trouve que cette symbolique, en fait, moi, me parle. Et je trouve ça très bien de voir également cette évolution. Et on participe également à on va dire des projets ou avec des associations, donc des associations qui nous tiennent à cœur et qui sont aussi représentatives de nos valeurs. Donc on a par exemple travaillé avec Capital Filles, la cravate solidaire également. Donc la cravate solidaire, on a fait une collecte solidaire donc collecte de vêtements. C'est une association qui permet à des gens qui sont en réinsertion de pouvoir de s'habiller et de pouvoir se présenter également à des entretiens. On participe à Octobre Rose. Voilà. Enfin, on a aussi plusieurs événements à côté pour. Et toujours auprès des femmes. Toujours auprès, alors femmes, et on fait aussi Novembre Bleu. Novembre Bleu, c'est la moustache. C'est la moustache, exactement. Voilà, donc c'est vraiment notre principe, c'est vraiment de dire on est ouvert. Et puis là, on va aussi maintenant aller de plus en plus vers des thématiques de LGBT, puisque pareil, quand on parle de diversité, c'est aussi cette thématique-là. Et donc là, on va travailler avec les équipes RH de BRED sur ces sujets-là également. Bravo, merci. Alors Odile, vous travaillez pour Coca-Cola. Vous êtes DRH France. Alors Coca-Cola, peut-être on peut mentionner le score de Coca-Cola sur l'index Pénicaud déjà. Alors si vous voulez, en effet, il est de 96. Mais ce qui est intéressant dans un score comme ça, c'est de regarder ce qu'il y a derrière, en fait. Globalement, j'ai envie de dire que chez Coca-Cola Euro-Pacific Partners, en effet, le sujet de la parité est très bien respecté. Mais en fait, quand on creuse, en fait, on a aussi des endroits de l'entreprise où on a beaucoup moins de parité.
Et c'est là qu'on va vouloir agir plus spécifiquement. Et donc, je vais vous parler de 2 réseaux. Le premier, c'est celui factoriel. Donc, c'est factory. Factory en anglais. Voilà, comme une usine. Le site industriel. Et voilà. Et après, elle. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est l'endroit de l'entreprise où, clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette parité. Et donc, c'est un réseau qui a 14 ans. Donc, voilà, on a encore quelques bougies en plus. Mais pourquoi ? Parce que c'est vraiment un endroit où, il nous semble qu'il est très important de faire bouger des lignes. Peut-être rappeler que Coca-Cola a des sites industriels d'embouteillage. Voilà, donc, et que la population ouvrière est importante sur ces sites-là. Tout à fait. Femmes. À peu près 1000 collaborateurs en site industriel. Et donc, on a des femmes dans toutes nos usines qui se mobilisent, mais également au siège dans la partie supply chain, parce que même au siège, côté supply chain, on a un peu moins de femmes que d'hommes. Et donc, ils se mobilisent pour plusieurs choses. D'une part, comme vous le disiez tout à l'heure, aller promouvoir les métiers de l'industrie dès le plus jeune âge. Donc, et quand on dit ça, c'est pas que les écoles d'ingénieurs, c'est même avant, dans les collèges, dans les lycées, aller expliquer qu'une usine, c'est ouverte à tout le monde. Et ça, on le fait dans toutes les usines, dans toutes les écoles proches de nos usines, mais également d'autres, et également dans des quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, c'est bien sûr d'aller dans les forums écoles. La troisième, c'est de faire témoigner des femmes directrices d'usines, mais également responsables de lignes de production. Et la quatrième, c'est dans nos sites également avoir des actions pour promouvoir l'ensemble de la diversité et le bien-être au travail dans un site industriel. Ça peut paraître normal, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas les mêmes vecteurs que dans un siège. Et donc, on a des gens extrêmement motivés qui sont pleins d'initiatives. Tous les ans, il y en a dans la salle, que je remercie, et qui tous les ans, vraiment, regorgent d'idées pour renouveler les programmes. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième réseau, c'est un réseau un peu plus classique, qui s'appelle Women at Coke. Et donc, l'objectif, là, il est vraiment... C'est un réseau mixte, là. Et voilà, c'est un réseau mixte. Et il est assez classique de promouvoir la mixité dans l'entreprise. Mais j'ai envie de dire, il y a une spécificité qui peut peut-être vous intéresser et sur laquelle je vais un petit peu plus détailler. C'est qu'on a décidé sur ce réseau, on parlait de mentoring tout à l'heure, et on s'est dit, en fait, si on fait bouger les lignes, on les fera bouger pas tout seul, on les fera bouger à plusieurs. Et c'est pour ça aussi qu'on est tous là aujourd'hui. Et donc, on a décidé de s'associer avec des entreprises proches de chez nous géographiquement. On a ici les Moulineaux, et on a créé un réseau qui s'appelle Mixité en Seine, donc avec d'autres entreprises comme Sodexo, comme TF1, comme la Française des Jeux, et j'en oublie, avec qui on a cette même motivation de faire bouger les lignes. Et donc on a des activités, des rencontres, du cross-mentoring inter-entreprise, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire quelqu'un de Coca-Cola va aller mentorer quelqu'un du groupe Accor et inversement. Et puis on a créé, il y a 2 ans, des awards, où l'idée c'est aussi que on se dise, il y a des bonnes idées chez Accor qu'on voudrait promouvoir chez les autres, et inversement, il y a des bonnes idées chez Coca-Cola qu'on aimerait promouvoir à la Française des Jeux. Voilà quelques spécificités. Quel activisme, bravo. Merci beaucoup, Odile. Alors, Géraldine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, alors cette fois, je me lance, je me tromperai peut-être, General Manager d'Amazon Business. C'est ça. Et vous allez nous parler du réseau que vous avez mis en place. Alors, il y a Women at Amazon, et il y en a un autre, me semble-t-il. Pas que je sache. Moi, on ne prête qu'aux riches. En effet, je m'occupe de Women at Amazon chez Amazon. Je ne l'ai pas mis en place. Amazon a une longue histoire qui n'a pas commencé en France de groupes de collaborateurs qui se réunissent pour faire valoir ou s'organiser autour d'une thématique que ces personnes ont en commun.
Ça s'appelle des Le groupes golf, d'affinité. le tennis, les femmes. Pas que. Ça s'appelle des groupes d'affinité, plutôt des sujets où il faut faire entendre sa voix pour plus d'égalité dans l'entreprise. Et donc, on a Women at Amazon, qui est historiquement le plus ancien. Je ne sais pas quel âge on a, mais je dirais pas loin de 20 ans. Donc, je suis loin d'être celle qui l'a mise en œuvre. Et notamment sur les personnes porteurs de handicap. Il y a Glamazon, qui est un groupe auquel je suis très attachée, qui s'occupe des sujets LGBTQIA+. Enfin voilà, on en a 14 comme ça dans toute l'entreprise. Rien qu'en France, on a 1400 salariés qui participent, prennent part volontairement à un de ces groupes d'affinité. Et donc, au-delà de mes responsabilités professionnelles, en tant que salarié lambda, j'ai choisi de m'investir dans Women at Amazon. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est moi qui lead, en bon français, ce groupe. Et notre vocation, vraiment, enfin, ma vision et celle qui est partagée par les volontaires, en fait, ça s'inscrit autour de 3 piliers. Le premier, c'est, je pense qu'on a un vrai rôle d'influence, puisque je ne suis pas DRH, auprès de notre direction. Vraiment un rôle de faire porter les sujets qui nous semblent très importants. Amazon, on en parlait pendant la préparation. C'est le bottom-up, là. Voilà, on est une entreprise obsédée par les chiffres, on adore ça, on calcule et on mesure tout. C'est une de nos forces d'ailleurs, je pense. Et donc, on a appliqué ça à des sujets super concrets, le recrutement, la parité du recrutement, la parité des promotions, la parité des personnes en termes d'ancienneté, en termes de niveau dans l'entreprise. Voilà, sur tous ces échelons-là, on a regardé très soigneusement avec la direction générale et avec Catherine Chilansky, qui est en ce moment même dans notre DRH, qui est dans une autre session. On a regardé vraiment précisément comment se passe notre funnel de recrutement, à quel endroit on, entre guillemets, perd des candidates, est-ce qu'on a la parité, et à chaque étape, voilà, on fait typiquement ce genre d'exercice-là. Vous m'avez cité un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est assez rare, c'est le retour de congé de maternité. Oui, on travaille aussi à la rétention, évidemment, de nos talents féminins. Et donc, on travaille notamment à comment réintégrer une femme de la façon la plus soft et efficace possible dans une entreprise. On est tous plutôt dans des entreprises qui vont vite, voire très très vite, et s'absenter 6 mois, c'est merveilleux, mais ça peut parfois nous laisser un petit peu en dehors des clous de ce qui se passe, de l'évolution d'un service et tout ça. Et donc aujourd'hui même, dans mon équipe d'ailleurs, il y a une femme qui revient de congé maternité, et il y a un petit manuel qui a été mis en place par des volontaires chez Amazon pour essayer de faire en sorte que quand on revient de congé mat, eh ben, on ait de nouveau on appelle ça onboarding, un petit parcours informel, enfin, il est plutôt formalisé d'ailleurs, mais il n'a pas vocation à être aussi strict que quand on rejoint l'entreprise pour la première fois, mais il nous semble important de pouvoir faire une place à quelqu'un qui rentre de congé maternité. Donc, notre premier job de Women at Amazon, c'est de travailler avec Frédéric Duval, Catherine Chilansky, et de regarder avec eux précisément, et puis de mettre en place les initiatives qui vont bien derrière pour corriger là où on voit des défauts. Une boîte de logistique aussi. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on organise beaucoup d'événements pour nos membres en interne. Ces événements ont plutôt deux visées. Il y a un gros pan culturel dans la culture d'Amazon, les livres, le partage de l'information, les films, maintenant même l'audiovisuel. Donc on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un très gros réseau de connaissances et de personnalités qui ont souvent un grand plaisir à venir parler à nos collaborateurs. On a eu la chance de faire venir récemment Marjane Satrapi. On a voulu parler des femmes ailleurs dans le monde et des combats qui étaient portés et de sa vision génial, voire un peu radical parfois du féminisme, et c'était vraiment une session très suivie et très très appréciée. On a aussi pu faire venir des personnalités comme Prisca Thévenot, qui est une des députées de Renaissance. Voilà, on a fait vraiment venir beaucoup de personnes. Yann Arthus Bertrand qui nous a présenté son film Woman avec la réalisatrice Anastasia. Donc ça, c'est le deuxième volet qui me semble très important, c'est des moments d'échange, de rencontres, où on se pose des questions un petit peu au-delà de notre cercle à nous. Et le troisième volet, c'est
donner le plus de ressources possibles aux collaborateurs et collaboratrices d'Amazon via soit des événements, des tables rondes, des sujets hyper pratiques. On est dans une entreprise qui va vite, où il y a une culture très forte de la prise de parole, du positionnement des idées, puisqu'on a tous plein d'idées et qu'on veut tous aller vite, et donc on a tous tout le temps envie de parler, et ça peut être assez excluant pour certains de nos collègues, hommes comme femmes d'ailleurs. Et donc on a monté par exemple récemment des tables rondes sur un sujet qui marche très très bien à chaque fois, qui est le syndrome de l'imposteur, dont je pense qu'on est, en tout cas moi, parfois victime. Comme on sait, effectivement, les femmes ont ce syndrome-là plus souvent que les hommes. Mais c'était super parce qu'il y avait des hommes qui sont venus à notre table ronde et qui nous ont ouvert les yeux sur le fait que eux aussi, parfois, prendre la parole quand il y a des personnalités très fortes, c'est compliqué. Voilà. Donc, les prochains sujets pour moi, c'est aider les femmes. Enfin, c'est ma façon de le dire, mais je trouve qu'il y a une invisibilité des femmes d'un certain âge, de plus de 50 ans, dans les entreprises, dès qu'on sort des réseaux de direction. Peut-être parce que j'approche de cette... Mais je trouve que c'est très important. Et on travaille là, le 30 juin, on va enfin ouvrir Women at Amazon dans les sites de distribution, où on va enfin pouvoir s'attaquer et traiter de sujets qui sont parfois très différents de ceux du siège, comme vous le savez bien. Voilà. Merci infiniment, Christine. Alors Christine, dans une autre vie, vous avez été directrice commerciale. Aujourd'hui, vous êtes... Je suis toujours. Ah, toujours? Tant mieux. Décidément. Le multitasking et les femmes. Vous êtes par ailleurs auteur, vous êtes coach, et vous avez écrit un livre qui s'appelle The Leadership Revolution. Voilà, que vous trouverez en bas dans l'Agora, puisqu'on a une petite librairie en bas. Et vous proposez un certain nombre d'outils, finalement, aux femmes pour être plus confiantes, pour s'imaginer elles aussi dans des parcours de leader. Et parmi ces outils, vous parlez longuement du réseau, de la force du réseau, de la puissance du réseau, pour que les femmes puissent accomplir leur empowerment, comme on dit en bon français. C'est ça, pour que les femmes puissent prendre leur place. Donc, je parle du livre, du coup? Oui. D'accord. Alors, du coup, vous représentez plus le côté entreprise. Pour une fois, je ne suis pas côté entreprise. Donc, en effet, j'ai une vie déjà différente où je suis directrice commerciale dans une grande entreprise américaine, pas très loin de chez vous, dans le même coin. Et puis, forte de 17 ans d'expérience dans la tech, et on se connaît avec Anne-Pierre justement parce qu'on s'est croisés dans le monde de la tech. À un moment, je me suis dit, il faut commencer à en parler, parce que nous sommes toutes, et comme nous sommes tous des leaders, sauf qu'à un moment, il faut prendre sa place. Et comment on fait pour prendre sa place? On se disait, pour moi, il y a 3 outils principaux. Le premier, c'est vraiment votre état d'esprit. Alors, ce n'est pas juste la confiance en soi, c'est aussi la résilience, c'est aussi la gestion de l'échec, c'est aussi... les ambitions, on parle très peu d'ambition, je trouve, en tant que femme. On devrait en parler beaucoup plus parce que ce n'est pas un mauvais mot d'avoir des ambitions et de vouloir y aller. On peut aussi parler de l'argent. Donc, tout l'état d'esprit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Carol Dweck, celle qui a fait le livre sur Mindset, Growth and Fixed Mindset. Si vous ne connaissez pas, lisez. C'est extraordinaire parce que ce qu'elle dit, globalement, tout ce qu'il vous faut, c'est vraiment d'avoir un mindset de changement, l'état d'esprit qui est en évolution constante. Et le réseau peut vous aider à changer de mindset pour en revenir donc au réseau. J'arrive. Parce qu'ensuite, il y a les compétences, et puis ça, c'est l'outil numéro 2, et l'outil numéro 3, c'est les réseaux. Et en effet, le réseau, pour moi, ce n'est pas juste le réseau des gens qu'on connaît, parce que le réseau des gens qu'on connaît est important et il faut le développer, mais aussi les réseaux thématiques. Et si on revient sur le sujet de réseaux thématiques, alors... Il y a des women at dans beaucoup d'entreprises, hein, et d'ailleurs, heureusement. Aujourd'hui, on n'est plus à se poser la question, est-ce qu'il y a un woman at? Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Nous, si comme vous dites, on fait du bottom-up, les personnes qui sont en face, au bout d'un moment, on a beaucoup de choix de réseaux. Et donc, à choisir, parfois, moi je dis, si on est assez confiante en soi, ça vaut le coup d'aller dans un réseau thématique. Réseau thématique, ça peut être autour d'un sujet comme la cybersécurité, comme ça peut être les métiers en tension, ça peut être, je ne sais pas, la poterie, peu importe, un sujet qui vous intéresse, les livres, mais vraiment dans la thématique qui va vous faire évoluer, qui va vous aider dans votre plan à avancer, et que finalement, dans lequel ça sera mixte. Parce que c'est sympa de rester entre femmes, c'est intéressant, mais je pense que c'est vraiment, et vous l'avez dit, c'est important de partager l'expérience. Et l'expérience, il n'est pas que chez nous, chez les femmes, il y a aussi chez les hommes, et les deux gagnent dans ce partage d'expérience, et peu importe l'âge, et peu importe le genre. Donc moi, ce que je dis, c'est que les réseaux, il faut le travailler.
Honnêtement, moi, je suis en France depuis 17 ans. Si je n'avais pas travaillé mon réseau, je pense que difficilement j'arriverais à écrire un livre déjà, puisqu'il y a 16 femmes qui témoignent dans le livre. Donc, ça montre déjà un réseau. Mais je pense qu'il faut le travailler. Et je pense que les femmes ne prennent pas assez de temps à travailler leur réseau. Et le réseau, c'est un plan d'action pour moi. Et on parlera de ça, je pense, dans la deuxième partie. Mais il faut le prendre comme n'importe quel plan, comme n'importe quelle compétence. Merci, merci. Ça me semble un très très bon conseil. Alors, je pense qu'on a le temps d'un dernier tour de table pour précisément à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans des entreprises qui veulent créer ou animer un réseau, quel serait le conseil, le ou les conseils que vous voudriez leur donner prioritairement pour que ce réseau soit efficace, efficient et utile à toutes les collaboratrices ou à toutes les individus qui veulent entrer dans des réseaux? Alors, je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est la régularité, en fait. Enfin, voilà, une forme de persévérance. On a toutes situé le sujet de la parité en dizaines, quinzaines, vingtaines d'années. Donc, cette notion de temps, elle est importante. Donc, se donner le temps, laisser des espaces aussi, hein, parce que évidemment, toutes et tous, on a des vies professionnelles bien remplies. Donc, que les entreprises déjà laissent du temps à ces réseaux de fonctionner, d'avoir des petits déjeuners, de se former, d'animer des choses en dehors en fait du quotidien. Donc, pour moi, le premier conseil, c'est vraiment le temps. Le temps à la fois long dans tout ce qu'on développe et le temps qu'on laisse à ces réseaux en fait pour se développer, se transformer. Peut-être, enfin voilà, il a été beaucoup de questions de mixité encore à l'instant. C'est vrai que nous, on s'interroge déjà sur le fait est-ce qu'on va garder des réseaux uniquement féminins, est-ce qu'on va les ouvrir aux hommes ou pas. Enfin, tout ça, ça a du sens dans une histoire. Et pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est se laisser du temps. Merci. Alors moi, j'aurais peut-être deux conseils. Alors, je pense qu'il est important d'avoir le soutien des instances dirigeantes, de la direction générale, soyons clairs. Enfin, je pense qu'un réseau n'aurait pas peut-être sa légitimité si on n'a pas le soutien, en tout cas, de la direction générale. Je pense que c'est important. Et le deuxième, c'est la communication. C'est vraiment communiquer sur tout ce que l'on fait de manière régulière. Même les plus petites actions ont leur importance pour susciter aussi l'adhésion auprès de tous nos adhérents et puis même pouvoir aller au-delà. Donc pour moi, ce seraient les deux conseils que j'aurais. Merci Muriel. Odile? Je reprendrai le premier qui, en effet, que ce soit soutenu par la direction, parce que je pense qu'il faut que ça devienne vraiment quelque chose qui soit ancré dans la culture. Et pour ça, il faut que ça commence de tout en haut, que ce soit vraiment incarné. Avec des reports réguliers auprès du comité exécutif? Oui, puis que ce soit animé régulièrement par, je trouve super que ce soit des gens du business qui vraiment portent ces réseaux. Je pense que ça ne doit pas être porté par les ressources humaines. Moi, c'est ma recommandation. Je pense que ça doit être porté par vraiment les équipes. Et ça, c'est très fort, je pense, comme conseil. Et mon conseil, c'est vraiment, en effet, qu'il y ait des hommes, parce que ça ne doit pas être du tout excluant. Au contraire, je trouve que les hommes ont plein d'idées et c'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger les choses. Merci beaucoup, Géraldine. Vous introduisez ce que j'allais proposer. Déjà, je concours à tout ce qui a été dit et je rajouterais être très inclusif. En fait, quel que soit le sujet qu'on porte, en l'occurrence Womanat ou Glamazone, il faut qu'on s'ouvre à nos alliés, que ce soit le plus mixte en genre et binaire, non-binaire. Voilà, il faut vraiment être très ouvert. On s'est vraiment évertué, nous, cette année, et elle est dans la salle en plus, à s'ouvrir et à partager tout ce qu'on savait avec nos collègues de AWS, qui sont Amazon Web Services, qui ont des enjeux de parité autrement plus concrets. Hein, ça ressemble plus à la cybersécurité. Donc voilà, s'ouvrir, être inclusif, les hommes, nos collègues d'autres métiers, des sites de distribution et de logistique. Merci beaucoup. Alors Anne-Pierre, vous êtes la seule représentante d'un réseau Alors nous, en fait, c'est un thématique qui s'appelle Women for Cyber, mais en fait, il y a des hommes. Et si vous descendez à notre stand, vous verrez Joël qui est en bas, qui peut vous parler du réseau, parce que le réseau n'est pas que féminin, même si le nom s'appelle Women for Cyber, parce qu'on a besoin effectivement de travailler ensemble pour faire changer les choses. Et ensemble,
c'est ensemble, effectivement, quel que soit le genre, mais c'est aussi ensemble avec les institutions, avec l'écosystème, avec les entreprises pour faire bouger les lignes. Et moi, le conseil que je donnerais à chacun, à chacune, c'est investissez-vous dans des réseaux, que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'organisation de votre entreprise, pour essayer de faire quelque chose. Vous avez tous, on disait, il y a tous plein d'idées. Je pense que partout, tout le monde a plein d'idées. Et quelle que soit votre expérience, que vous soyez étudiant, jeune professionnel ou plutôt senior dans l'entreprise, tout le monde a des choses à partager. On a parlé de mentorat, mais voilà, quelles que soient les actions, je pense qu'il faut vraiment il faut y aller. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que quelques happy few qui sont dans ces réseaux, qui savent. Parce qu'en fait, les réseaux, c'est nous, c'est chacun et chacune. Et voilà, je pense que c'est en s'investissant qu'on arrive à changer sa carrière, à changer sa vie et à changer effectivement la société aujourd'hui. Voilà. Merci Anne-Pierre. Christine, le mot de conclusion. Le mot de conclusion, je dirais travailler le contenu des réseaux, je pense, parce que tout ce que vous avez dit est évidemment valable, mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on aille un peu plus au fond des sujets. Vous le faites probablement, mais si vous créez un réseau, puisque ça sera un réseau de plus par rapport à tous les réseaux existants, ça vaut vraiment le coup de bien regarder la qualité de contenu, d'aller au fond des sujets, de faire peut-être des études, d'écrire des livres, mais vraiment bien regarder le contenu, parce qu'on reste parfois un peu trop en surface dans ces réseaux-là, quand on ne se rencontre pas assez longuement ou assez deep. Et est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas que le réseau qui vous apporte, c'est vous qui apportez aussi des choses Vous apportez clairement au réseau, vous et vos compétences. On est bien d'accord. Je ne sais pas si j'ai le temps, j'ai le temps d'une ou deux questions. Ah, voilà. Corinne. Corinne qui dirige un grand réseau, un réseau de réseaux même. Oui, bonjour, Corinne Hardy, la présidente de l'AM, donc qui regroupe 20 réseaux d'entreprises en faveur de l'égalité. J'ai une question en fait pour vous toutes, en fait 2 questions, mais je vais essayer d'être rapide. La première, combien d'entre vous... Tu peux rappeler s'il te plaît l'AM, quel type de groupes sont... Ce sont plutôt des grandes entreprises, mais nous avons également des plus petites entreprises, et le but est d'échanger les bonnes pratiques entre réseaux en faveur de l'égalité professionnelle d'entreprise. Voilà, et nous existons depuis 13 ans. Voilà. Donc j'ai 2 questions. La première, parmi vous, combien ont dans leurs objectifs le fait d'animer les réseaux et combien ont du temps dédié pour animer les réseaux? Et l'autre question, qui est un peu le corollaire, combien d'entre vous ont un budget qui est managé par le réseau de manière indépendante? Merci. Alors, moi, je dis toujours, mais ce n'est pas pour me défiler, mais je dis toujours que quand on a des contraintes, on est plus créatif. Donc, même quand on n'a pas énormément de budget, ce qui est un peu notre cas, il faut l'avouer, on arrive à faire des choses. Donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le temps. Donc, on a du temps pour le faire. Donc ça, c'est... et puis, aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être dans un média, donc... ce qui a émergé du réseau entre autres, du réseau des femmes des échos, enfin du Parisien, pardon, je suis en train de faire un lapsus, du Parisien, c'est les mardis du Parisien, et dans notre réseau, on connaît pas mal de gens qu'on peut faire intervenir, etc. Et c'est essentiellement du temps. De temps en temps, il faut un peu de budget aussi, mais je pense que il ne faut pas que ce soit un frein. Je suis d'accord avec vous, il en faut des moyens, mais on peut démarrer des choses sans forcément avoir beaucoup de budget. Alors sur votre première question sur les objectifs, aujourd'hui je n'en ai pas dans l'entreprise où je suis, mais j'en avais dans l'entreprise où j'étais auparavant. On avait effectivement une partie des objectifs qui était sur un engagement que l'on pouvait avoir dans une association ou sur d'autres sujets qui nous tenaient à cœur. Voilà, donc dans les évaluations annuelles. Dans les évaluations annuelles, effectivement, il y avait les objectifs qui sont liés au quotidien, enfin notre travail au quotidien, mais il y avait aussi une partie, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je vois qu'il y a quelques RH dans la salle, on peut toujours y réfléchir ensemble. C'est noté, merci François. Donc être dans les incentives directement. Ok. Donc voilà, et sur le budget, je pense que c'est un peu le... J'aime bien quand je l'entends, parce qu'on est toujours en train de se plaindre, mais donc je vois qu'on est d'autres dans ce cas-là aussi. On a aussi un petit budget, alors je ne sais pas si on peut dire indépendant, non, parce qu'il vient, forcément c'est l'entreprise qui nous alloue un budget chaque année, donc on est aussi, on fait attention à notre budget, après on est aussi créatif, on fait beaucoup d'actions finalement avec peu de moyens, et puis on essaie aussi parfois d'avoir des gens qui participent de manière un peu bénévole ou qui interviennent aussi
gratuitement. Voilà, donc on reste inventif. Odile, Géraldine, vous avez un... Juste peut-être sur l'aspect objectif, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en avait pas. Et l'année dernière, en fait, on s'est dit, on veut que ce soit dans les objectifs et surtout pour que ce soit valorisé par le manager. Encore plus sur cet angle-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un est ambassadeur, prend du temps pour le collectif, on veut que son manager le valorise. C'est encore plus pour ce côté-là, j'ai envie de dire. L'incentive est du côté du manager et pas du salarié. Sinon, en fait, c'est du temps masqué, mais en fait, la personne s'investit et en fait, c'est pas valorisé par son manager. Donc, c'est cet angle-là. Et sur l'aspect budget, je pense qu'on est à peu près comme vous, donc je vais pas étayer. Oui, de la même façon, nous, on a de la chance d'avoir du temps. Enfin, il faut le trouver, hein. On est dans des environnements contraints, mais je suis là cet après-midi. Personne, je manque plein de calls. On a du temps et on a de l'argent aussi. Et Amazon est régi par un certain nombre de leadership principles. Et il y en a il y en a 2 d'ailleurs qui sont étroitement associés au bien-être des collaborateurs. Et donc, ça fait évidemment partie de nos objectifs au sens très très large. Moi, il n'y a pas d'objectif et je trouve que c'est une bonne chose de ne pas avoir d'objectif. Je fais ça sur mon temps volontaire, je le fais par passion. En revanche, on fait en sorte que les managers soient bien au courant des volontaires. On fait des petites newsletters qui partent chez Catherine Chilansky et Fred Duval, de tous nos nouveaux membres, pour qu'ils aient quand même une répercussion, une réverbération du temps et de l'énergie qu'ils mettent à disposition de notre groupe. Anne-Pierre, vous qui avez été dans Cercle Interrel, qui est également un réseau de réseaux comme Corinne. Oui, après c'est sûr que les entreprises investissent plus ou moins de budget en fait sur ces initiatives, hein, ça c'est clair. Maintenant, moi je suis sur un réseau qui est, on va dire, en dehors hein, d'une société. Et nous, on travaille avec les sociétés qui ont des petits budgets qui nous aident parce qu'on n'est que des bénévoles. En tant que Women for Cyber, tout le monde est bénévole ou membre ou au bureau. Mais par contre, effectivement, il y a des organismes ou des entreprises qui travaillent avec nous pour faire changer des choses. Alors ça peut être, nous, on va travailler aussi sur une charte pour aider les entreprises. On va travailler sur peut-être des formations, comment mieux décrire les postes ou faire un CV. Voilà, donc il y a une valeur qui est apportée, mais il n'y a pas de... On n'est pas payé, on est bénévole. Et c'est notre temps parce que c'est une motivation pour essayer de faire changer les choses, comme on disait, depuis Interrel, mais d'autres réseaux, voilà, si on veut s'investir. Mais je pense qu'on y gagne aussi, Christine finira là-dessus, mais je pense qu'on y gagne, c'est du temps qu'on donne, mais c'est un peu comme tout, vous donnez et vous recevez en même temps. Enfin, c'est pas simplement vous donnez parce que vous êtes passionné. C'est pas voilà. Fond perdu. Mais c'est pas du temps perdu, en fait. Autant voilà, que vous donnez. c'est ça. Merci. Oui, en fait, le plus important, c'est le temps que les gens donnent dans la réalité. Le budget, ça se trouve. Les objectifs, évidemment, ils vont venir. Mais le plus important, c'est d'avoir envie de s'investir. Et l'envie, il vient de toutes les personnes qui sont volontaires. Et le temps étant la ressource la plus rare de ce monde, on y fait. Et c'est le plus gros budget, finalement, qu'on peut y consacrer. Mais l'argent, ça se trouve. Le reste, ça se trouve beaucoup plus difficilement, je trouve. Merci à vous toutes. C'est un joli mot de conclusion. Continuons donc le combat avec notre temps et le peu de moyens qu'on a, mais avec beaucoup d'engagement. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.